Donc Philippe Loparelli, vous m'avez parlé de la difficulté aujourd'hui d'intégrer ce genre de documents photos dans les revues à grand tirage, par exemple, qui n'acceptent plus que des photographies du genre people, quoi. Ce que ce qui est apparu il y a à peu près 5 ans, c'est que maintenant les journaux se fixent beaucoup sur les personnes. Ça va de l'aspect people à ce qu'on appelle aujourd'hui la télé-réalité, et la télé-réalité a également transpiré sur la presse, et qu'on est sur les gens en rendant les gens importants et en remplissant les journaux de portraits. Mais la plupart de ces portraits, 80% de ces portraits-là, sont tout à fait décontextualisés, dans le sens où que les gens sont bien souvent pris devant un mur blanc, et que la personne pourrait être ministre, charpentier ou vedette. Elle n'est plus dans le paysage, elle n'est plus inscrite dans le paysage, elle pourrait être n'importe où. Et on s'appuie que sur le visage pour après tenir n'importe quel discours, et les gens deviennent interchangeables. Prenons le cas de cette photo, par exemple. On voit un homme pratiquement on ne peut pas l'identifier, il est en immersion complète dans le paysage. Donc c'est un genre de photo qui n'est plus, qui n'est plus vendable aujourd'hui. Parce que c'est une photo déjà qui a beaucoup trop de vide pour pouvoir avoir de la place dans un journal. Les journaux aiment bien avoir... on arrive presque à des portraits qui ressemblent presque à des photomatons, c'est-à-dire que le visage remplit tout le cadre. Et ce genre de photo, on préférera remplacer ça par une publicité plutôt que de montrer ce genre de choses. Et donc le refuge pour ce genre de photographie, c'est le milieu de l'art. Ce sont des... ou le milieu de l'édition. Et la particularité de Tendance Louche, c'est que nous, ce qui nous intéresse, c'est d'avoir un public comme, j'aime pas la comparaison, mais comme un groupe de rock. Ce qui nous intéresse, c'est la rencontre avec les gens, et c'est le public qu'on a et qui nous suit depuis plus de 20 ans. Satoru Toma. Vous avez travaillé sur ce concept de relation avec le village. Qu'est-ce qui vous a surpris ici, dans cette relation Qu'est-ce qui m'a à surpris? ce village? C'est des gens qui étaient très chaleureux, qui étaient très ouverts, qui m'a fait beaucoup plaisir. Ça, je pense que c'était la plus grande richesse, c'était comme expérience, plus que découverte de région en fait. Ça m'a fait beaucoup plaisir. Michel Bell. Donc vous êtes resté combien de temps là aux États-Unis avec toute votre famille? Donc vous Oui. avez voyagé. Donc, en fait, ça a démarré en 2006, un premier voyage, et puis ça s'est enchaîné jusqu'à maintenant, donc c'est une bonne dizaine de voyages. Et Ok. donc, on a parcouru tous les États-Unis d'est en ouest. Et je travaille sur des impressions qui sont des impressions de voyage, et il est clair que s'il y a bien un pays pour moi qui symbolise le voyage par son immensité, sa facilité à voyager et à parcourir des grandes étendues, donc c'est bien les États-Unis. Donc il y a toute une, comment dire, vous avez parlé de road movie, donc on est, oui, dans ce trip-là, dans la mesure où on est dans un voyage qui est un voyage instinctif, qui est un voyage impulsif, qui est un voyage qui n'est pas programmé, il n'y a pas d'itinéraire établi, donc tout simplement parce que il est très facile de se loger avec tous les motels qu'il y a aux États-Unis, et donc on peut se perdre facilement. Qu'est-ce que vous retenez de vos images?
Qu'est-ce que vous avez voulu faire passer comme... En fait, moi, message? j'ai pas voulu montrer les États-Unis. En fait, j'ai surtout voulu montrer mon univers. Comme le disait Manuel Dautrep, qui est un univers un peu anachronique, qui est un univers un peu décalé, qui est un univers cinématographique un peu, je dirais, moi je pense beaucoup au cinéma de Jim Jarmusch ou à des romans comme les romans notamment de Pete Dexter sur l'Amérique profonde, ou encore de John Fante, qui était l'écrivain préféré de Bukowski. Donc c'est une Amérique profonde qui est décalée, un peu une Amérique archéologique, je dirais. Voilà, un petit peu le plaisir de retrouver une Amérique des années 40 et 50, tout simplement parce que aussi les Américains ne recyclent pas encore comme nous. Donc ils ont généralement tendance à abandonner quelque chose pour en construire une autre ailleurs, ce qui fait qu'on peut retrouver des choses qui ont tantôt 30 ans, qui ont tantôt 50 ans, et donc on est dans une sorte de musée à ciel ouvert de l'histoire. Ok. Qu'est-ce qui fait une bonne photo? Une photo qui peut émouvoir, qui peut faire découvrir, une photo qui surprend, donc tout ça à la fois ou séparément. En tout cas, avant tout l'émotion, je crois. Pour moi, en tout cas, ça c'est très personnel et subjectif, l'émotion. Ça c'est un peu la clé. Oui, donc l'émotion face à un sujet. Le sujet de prédilection chez vous, c'est quoi? Alors, je vous disais que j'avais plusieurs casquettes. Ce que vous allez voir ici, c'est du documentaire social sur la Belgique, pays ultra riche de l'Europe occidentale, mais pas riche pour tout le monde. Donc ça, c'est pendant une casquette. Et puis je travaille beaucoup sur la fiction, la mise en scène. Je construis des décors que je photographie. Donc là, on est dans le faux. Dans la photo, on est toujours dans le faux. Ça, c'est un peu mes deux dadas, quoi. Et naturellement, je crois que c'est quand même toujours très politique. Et la fin de la Belgique aujourd'hui, ça vous inspire? Non, pas du tout. Enfin, en tout cas, ça me fait réfléchir à certaines choses, mais je ne me vois pas du tout traiter ça en photo. Encore que j'ai fait des cartes de vœux qui étaient quand même un petit peu branchées là-dessus, sur la fin de la Belgique, et aussi, j'en pense à une que j'appelle l'exil intérieur, parce que je n'ai aucune animosité contre la Belgique, mais je n'ai pas non plus un grand attrait, et je suis toujours été un peu ici étranger, sans souffrance. Mais peut-être bien que si j'étais allemand, je serais étranger en Allemagne, et peut-être que si j'étais français, je serais étranger en France. Donc c'était un peu humour noir plutôt, la Belgique. C'était un humour très noir. Ouais. C'est quoi finalement? Donc j'ai essayé de faire une série sur le bonheur. Je suis toujours dans le noir, dans les catastrophes et tout ça. Donc j'ai mis ça sur papier, je fais des petits croquis, des petits dessins, et j'étais horrifié parce que ça ressemblait à la propagande nazie. Mes images ressemblaient, enfin j'avais pas fait les images, mais la prévisualisation de mes images, ça ressemblait à la propagande nazie, à la propagande stalinienne ou au meilleur des mondes de Huxley. Donc j'ai vite repris mes armes et bagages et suis retourné dans, pas le malheur, mais dans ce que je vois autour de moi. Et je veux dire, c'est quand même... Je suis un pessimiste joyeux. Hein? Donc le bonheur ne se traduit pas en photo. Ouais, le bonheur, c'est des petits bonheurs et tout ça. Et oui, si, dans ma série là, que je vois tout à l'heure, il y a des trucs qui sont très heureux. Mais enfin, c'est quand même le portrait d'une société vraiment, mais que je n'aime vraiment pas du tout. Ok. Donc votre nom? Patrick Bailly-Maître-Grand. Bailly-Maître-Grand. Je suis Ah, désolé, je c'est mon prénom. Faucon. Bernard Faucon, vous voulez Bernard Faucon? Ah, c'est l'autre. Mais lui, il ne sera pas photographié, lui. Non, non, c'est pas grave. Non, Donc c'est ce que je voulais faire. Donc vos photos, c'est quoi? Je vous connais Moi, j'ai absolument pas de photo. Vous faites quoi? Je réponds en gag aux photographies de Bernard Faucon. Donc, laissez tomber. Essayez plutôt de chasser Bernard Faucon.
Ah, c'est Bernard Faucon que je Oui, dois Mais vous ne interviewer. pourrez pas le photographier. Bon, Marie-Ève Maréchal, vous êtes la directrice du Centre culturel de Marchand. Et donc, le centre va fêter ses 30 ans, hein, ses 30 années d'activité. C'est un fameux challenge ici dans un petit village de campagne, il faut bien le dire. Mais comment avez-vous réussi à tenir le coup aussi longtemps? Moi, je n'ai pas réussi grand-chose, parce que je ne suis pas là depuis 30 ans, mais bien depuis 14-15 ans maintenant. Ouais. Donc, je pense qu'effectivement, il y a 30 ans d'ici, la naissance d'un centre culturel dans un milieu rural comme Marchand était d'abord tout une volonté politique, et on peut dire la volonté d'un homme politique qui n'a pas eu la gueule et qui a pu aller jusqu'au bout des choses pour faire reconnaître le centre culturel de Marchand. Centre culturel de Marchand qui très très vite s'est adjoint dans le personnel d'animation de Pierre Moussou, qui voilà, a amené avec sa sensibilité, ses valeurs, à développer l'expression des arts plastiques à travers des expositions. Et la présence de Pierre, encore aujourd'hui, fait évidemment cette continuité au niveau des arts plastiques. Et qu'est-ce qui fait que ça marche ici au niveau de l'alchimie? Je sens que les artistes adorent ce lieu. Quelle est la caractéristique, Pierre Moussou? Comment ça se fait que ça a directement fonctionné au niveau des artistes? Ça, Lino, c'est à lui que tu posais la question. C'est le lieu, oui, le lieu. Mais le lieu, comme tu le vois, il est dans un environnement magnifique lui-même. Allez, je sais pas, c'est sa dimension, sa sobriété, la lumière et la façon dont les choses sont menées ici par l'équipe du Centre culturel, qui fait que c'est toujours autour de rencontres, oui, avec les artistes qui eux-mêmes rencontrent les animateurs du Centre culturel. Pour dire deux, trois choses qui nous ont fait vraiment beaucoup plaisir, c'est de travailler avec Paul Pierrard, qui a montré quelquefois son travail ici, mais qui a abouti cette année par la réalisation de mots gravés dans la pierre de l'administration communale. Donc des mots de Paul Pierrard pour l'éternité qui parlent de l'être, de choses c'est un artiste profondes. Et Guy Vandeloise, évidemment, qui a imaginé un jour les mots que tu vois ici au-dessus, d'amour, d'ombre et de lumière, qui correspondent, enfin, qui trouvent leur place ici tout à fait logiquement, je vais dire naturellement, logiquement. C'est une ancienne école, c'est Marchand, c'est le travail du centre culturel. Et voilà, quand on parle de notre travail, on parle de la phrase de Guy Vandeloise, d'amour, d'ombre et de lumière. Concrètement, ça se passe comment, financièrement parlant? Vous êtes bénévole? Non. Ah, vous êtes... Nous sommes animateurs du centre culturel, de centre culturel, donc nous sommes... engagés par le centre culturel. Oui, par l'SBL, centre culturel. Nous, oui, nous touchons. Touchons nos mois. Ah d'accord, donc vous êtes à deux alors pour...
Vous êtes combien ici pour combien? 7. 7 pour le centre culturel. Et donc pour les activités d'art plastique, c'est vous deux principalement? C'est Pierre. C'est Pierre. Entraîne une obligation de C'est parité ça. par la. Et donc la par an, Croix. vous avez combien pour fonctionner au niveau budget de la Alors, communauté française? 115 en ordinaire, plus les extraordinaires. Donc au total, avec le non marchand, on n'est pas loin de 200 000 par la communauté française. Par an? Par an. Pour les activités C'est générales? C'est L'enveloppe générale. Donc il n'y a pas de budget art plastique proprement dit, non? C'est Alors on est reconnu comme étant excellent, c'est un mot, c'est un terme Ouais. que je n'aime pas du tout, enfin bon, il est utilisé par la communauté française, en art plastique, ce qui nous vaut une subvention extraordinaire, récurrente, qui est actuellement est de l'ordre de 7 000 Voilà. euros par an. On essaye de conventionner, on essaye d'avoir un petit peu plus. On verra. D'autant plus que le décret est en train d'être fondu, donc on ne sait pas voilà. On ne sait pas demain quelles seront nos missions. C'est ça. Donc ce qu'on fait bien aujourd'hui va passer à la trappe. On ne sait pas. On a Ok. parlé de spécialisation dans les centres culturels. Je trouve que démocratiquement ça craint, mais bon, c'est pas moi qui décide.